qu'on a pu me poser ou que vous avez pu voir dans le champ intellectuel contemporain où vous pensez qu'il faudrait éviter de répondre? Éviter de répondre. Donnez-moi une question. C'est différent de ne pas répondre. Vous pouvez répondre, vous pouvez avoir votre avis sur ce que vivent les femmes et sur les questions féministes. Vous avez votre avis. Ce qui m'ennuie, c'est peut-être davantage, et je vous pose la question, mais pourquoi vous devriez répondre, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en disant qu'il pourrait même y avoir un féminisme islamique? Pourquoi est-ce qu'il faudrait à chaque fois que l'islam soit absolument englobant? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que des mouvements contemporains, féministes ou autres, se retrouvent dans une pensée islamique? Alors, écoutez, deux choses, parce que ça, c'est assez important. Votre question-là, elle est assez importante. Vous savez, déjà, le préliminaire, le postulat philosophique de mon rapport à l'histoire. Je ne pense pas que les évolutions historiques et les migrations à travers l'histoire sont dues à des accidents de l'histoire. Je pense que si nous nous retrouvons dans des nouveaux horizons, c'est que ces nouveaux horizons nous nourrissent et qu'il faut prendre de ces nouveaux horizons. Et qu'à un moment donné, la pensée extrêmement créatrice, vous savez, moi, à la fin du texte, je parle des 7 C. Un des C, c'est la créativité. La créativité, elle vient d'où? Pour la créativité, je me suis senti... Moi, je suis né, et j'ai toujours vécu, j'ai fait de la philosophie d'abord, avec mon héritage égyptien et islamique, j'ai fait de la philosophie. À aucun moment de ma vie, j'ai pensé que ce qui me venait à la figure quand je lisais Nietzsche était dû au hasard. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que mon parcours personnel, il était lié à des rencontres avec des horizons philosophiques qui étaient en train de me nourrir. Vous pouvez penser qu'il y a un plan divin à l'histoire des hommes. Vous pouvez penser que c'est le hasard. Vous pouvez penser que tout ce qui fait votre expérience historique en tant qu'individu ou historique en tant que société a du sens. Pour moi, ça a du sens. L'histoire a un sens. Pas au sens marxiste, mais au sens fondamental du rapport à un transcendant. Ça a du sens. Ce sens, quel est-il? C'est que toute personne que je rencontre, tout horizon culturel que je rencontre, tout horizon civilisationnel que je rencontre, me pose des questions ou pose des questions qui font question à mon propre horizon. Et je les prends pour miennes. Donc ma capacité à l'écoute de l'autre, ce n'est pas de me soumettre à l'ordre de ces questions, c'est d'intégrer l'ordre de ces questions à un auto-questionnement. Et c'est pas pareil. Dans l'un, vous êtes dans un rapport de pouvoir, dans l'autre, vous êtes dans un rapport d'échange. Moi, je suis pour ça, parce que fondamentalement, je crois que c'est très important. Je ne nie pas que la société occidentale est là-dessus, je suis d'accord avec les thèses de quelqu'un comme Édouard Sarri sur la question de l'orientalisme ou de toute cette école du culturalisme. Tout ça, je suis d'accord avec ça. Ou de ce que dit, par exemple, toute la tradition des sociologues ou des anthropologues, de Michel Foucault, de tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de rapport qui ne soit pas lié à la question du pouvoir. Ou maintenant du Malaisien Chandra Muzaffar qui dit « Faites attention, dans le dialogue des civilisations, il y a une composante qui manque, c'est le rapport du pouvoir. » On ne peut pas oublier ça. J'ai pas du tout de problème avec ça. Mais dans mon rapport à l'autre, c'est-à-dire de se dire « Mais en quoi cette rencontre-là est historiquement liée à mon auto-questionnement ?» Non pas à ces questions qui me dominent, mais à mes questions qui me libèrent. À mes questions qui me libèrent. C'est-à-dire que je... Comme un homme qui pourrait être émancipé par des questions féministes, c'est ça? Complètement. Mais complètement. Ah non, mais vous souriez et je prends au sérieux votre sourire. Complètement. Complètement. C'est-à-dire que ma rencontre avec une femme qui me pose les questions de son autonomie et de son émancipation est une question qui se pose à ma masculinité pour savoir comment je me libère d'un rapport au machisme. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le rapport entre les deux. C'est ma thèse. C'est comme ça que je le conçois. Mais ça, c'est très important quand vous avez fait des études religieuses. Très important. Parce que vous le vouliez ou non, quand vous êtes en rapport avec des textes, ce rapport-là, vous l'avez en permanence avec des communautés. Elles vous questionnent sur le type de rapport que vous avez à l'interprétation. Elle vous questionne. Donc vous avez autant un type de rapport à l'interprétation, l'approche interprétative, qui est un pouvoir, qui est une autorité, que vous avez ceci au niveau social. Alors qu'est-ce que je fais? Quand je suis en face de mes interlocuteurs en Europe, pourquoi finalement je les surprends et j'en énerve plus d'un?
parce que je n'ai jamais considéré que leurs questions étaient uniquement des rapports de pouvoir que je sélectionnais de cette façon-là. J'utilise toute question, tout débat dans la fin première qui est pour moi une dimension d'auto-émancipation. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ma capacité de dire « Non, vous n'êtes pas un occidental qui pose une question à un étranger. Vous êtes un occidental qui posait une question à un occidental qui vous écoute et qui écoute votre question en situation d'émancipation potentielle. » Et c'est là où celui qui a compris les termes du débat comprend que vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux pourquoi? Parce qu'au moment même où vous posez les questions de cette façon-là, vous avez, si vous voulez, déplacé le centre de gravité du pouvoir entre vous. Oui, parce que vous parlez de l'intérieur. Donc moi, on ne parle pas de l'extérieur. Alors, ayant dit cela, je peux imaginer, encore une fois, pour vous répondre très concrètement, que je peux dire qu'il y a des questions que je n'ai pas envie d'aborder. Maintenant, moi, je viens d'un horizon et d'une histoire. Je vis ici et j'entends des interpellations. Et j'ai resitué le débat par rapport sur le féminisme. Si vous lisez un livre que j'ai écrit en 2001 qui s'appelle « Les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam », il y a un chapitre sur la naissance d'un féminisme islamique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans avant ce livre que je suis sur tous les terrains européens et africains, parce que moi, je n'ai pas travaillé d'abord en Europe, j'ai travaillé d'abord en Afrique. Mais quand j'étais au Sénégal ou quand j'étais au Mali, avec des femmes, et qu'on fait ce travail d'émancipation, de dire qu'une femme qui est une femme africaine, de confession musulmane, peut utiliser l'islam pour se sortir des facteurs de discrimination culturelle. J'appelle ça comment? J'appelle ça un féminisme au nom de l'islam. C'est-à-dire utiliser les paramètres de la religion pour briser les scléroses culturelles. Et avec les scléroses culturelles, questionner les interprétations religieuses. Le double travail dialectique. Ça, je l'ai dit, mais au-delà de la question occidentale, parce que je pense que c'est un vrai problème en Occident. Quand je dis par exemple, avec la ministre de la Santé au Sénégal, je lui dis mais une femme peut déterminer le fait que son mari ne se mariera pas. Puis elle me dit mais ça on ne nous l'a jamais appris. Je dis mais c'est ça la question. La question c'est que l'un des facteurs d'émancipation, l'une des conditions fondamentales d'un féminisme au nom de l'islam contre la discrimination culturelle, ce que j'appelle dans la réforme radicale les deux postures, réduction et projection. Projection culturelle et réduction littéraliste. Ce qu'on doit briser aujourd'hui. Se fait comment? Se fait par un travail de connaissance. Donc, j'ai aucun problème à dire, oui, il y a un féminisme. Alors, j'ai eu des problèmes avec certaines femmes musulmanes qui disent non, il ne faut pas utiliser le mot féministe parce qu'il est connoté historiquement par rapport à l'Occident. Alors, j'entends bien ceci. Et moi, je questionne ce rapport au mot féminisme en leur disant, ça n'est pas parce qu'un mot naît d'une histoire occidentale que son intégration à votre terminologie veut dire que vous ne le redéfinissez pas de l'intérieur. La vraie question, ce n'est pas l'usage des mots, c'est la définition que vous leur donnez. De s'imposer une terme de définition. Et ça me paraît aussi déterminant. Donc ne réduisez pas mon type de travail à simplement je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Je réponds à toutes les questions que je me pose. Et parfois, on me pose des questions que je me pose. En tout cas, il y a encore 5 ou 6 personnes qui souhaitent en poser, là. Et vu qu'il nous reste très peu de temps, je vous demanderai vraiment d'être très, très, très bref dans vos questions. Et donc, je laisse la parole au monsieur, puis ce sera à vous, madame. Allez-y. Monsieur Ramadan, ma question va s'inscrire dans la lignée de l'une de vos dernières interventions à Vaux-en-Velin. Sur Gaza. Donc, je trouve regrettable, dommage que beaucoup de nos corréligionnaires, et je m'inclus dans la critique, soient en première ligne pour dénoncer les injustices que subissent les Palestiniens, les Irakiens et les Afghans. Mais à côté de ça, quelle méthodologie vous pourriez développer, pourrait-on développer pour que, puisque vous définissez comme universaliste de principe, pour que les musulmans, les occidentaux de confession musulmane, s'intéressent également aux injustices que subissent les minorités indiennes, les minorités indiennes en Amérique du Sud, les Kanaks ou les populations africaines. Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question, elle est extrêmement difficile. Elle est difficile à deux niveaux. Elle est difficile parce que, avec le temps,
et l'installation